matin. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un procès qui va occuper une grande place dans l'actualité des prochains jours. Le procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ce soir-là, 86 personnes furent fauchées et tuées sur la promenade des Anglais par le conducteur d'un camion. On relèvera 318 blessés. Il faut y ajouter le traumatisme de milliers de personnes. Valérie fait partie des rescapés. Elle viendra à Paris témoigner à la barre. Elle a accepté de s'exprimer au micro de Frédéric Michel. Alors ce soir-là, j'y suis allée avec mes 3 enfants. Et quand, après les feux d'artifice, ça a commencé, on a sauté sur la plage. Là, j'ai perdu un genou. Bon, pour l'essentiel de cette soirée, c'est tout ce que je vais vous dire ici. Et depuis, je marche, mais je ne peux pas monter les escaliers, descendre les escaliers. J'ai perdu mon travail. Vous attendez quoi aujourd'hui de ce procès? D'être libérée. Libérée de ce poids qui pèse depuis 6 ans. Les valises sont lourdes depuis 6 ans, donc je vais les poser. Je vais porter mon témoignage pour que peut-être il serve à d'autres. En tout cas, il va me servir à moi. Je veux comprendre, même si des zones d'ombre, il y en aura. On ne peut pas comprendre la folie de quelqu'un. Les voir dans le box des accusés. Ah mais je vais même m'adresser à eux. J'ai prévu pour leur dire que ils n'ont pas de place dans mon monde, donc ils n'existent pas pour moi. Peut-être quand j'aurai laissé mes valises là-bas, j'aurai peut-être plus de courage pour retourner sur la promenade. Et du coup, voilà, ma ville sera de nouveau ma ville. Valérie, une rescapée de l'attentat de Nice, témoignage recueilli par Frédéric Michel. Alors un procès qui va se dérouler sans le principal accusé, le terroriste, puisqu'il a été abattu au volant de son camion par les policiers. 8 personnes figurent au rang des accusés, 7 seront dans le box, le 8e est en fuite. La 8e est en fuite, pardon. Aucun n'est jugé pour complicité d'assassinat, même si l'accusation l'affirme. Ils savaient tous qu'il se tramait quelque chose. Plus de 800 parties civiles seront présentes à ce procès hors norme. Frédéric Michel. Dans le box, 6 hommes et une femme. Un 8e accusé sera jugé par contumace. Il est en fuite. Un autre s'est suicidé en prison. D'origine franco-tunisienne, tunisienne et albanaise, aucun des accusés n'est poursuivi pour complicité. 3 d'entre eux, des proches de Mohamed Laoueche Boulel, sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Pour la justice, ils étaient conscients de la radicalisation de leur ami et de sa fascination pour l'extrême violence. Quelques mois plus tôt, un ami, Chokri Chafroud, lui écrit même dans un texto « Charge le camion de 2000 tonnes de fer et coupe-lui les freins. Moi, je regarde ». Les 5 autres accusés sont poursuivis pour avoir facilité la fourniture d'armes aux terroristes, notamment le pistolet automatique retrouvé dans le camion, pistolet avec lequel Laoueche Boulel, dans sa course folle, va tirer à plusieurs reprises. Son profil psychologique, celui d'un homme violent, obsédé sexuel et consommateur de stupéfiants, sera sans aucun doute utilisé par la défense pour minimiser le rôle de leur client et appuyer la thèse de l'acte du loup solitaire. Les parties civiles, avec leurs avocats, ont une autre lecture du dossier et entendent bien prouver la culpabilité des accusés. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice et qui suivra ce procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il sera en direct dans le journal de 8h. Le procès pour l'histoire est-il comparable à celui des attentats du 13 novembre? Maître Gérard Chemelin sera avec nous dans quelques minutes, juste après votre journal, Christophe, pour en parler. Il est 7h04, les dialogues de Bercy, eh bien c'est non. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, voulait associer l'opposition à l'élaboration du budget 2023, mais voilà que le Rassemblement national et les Républicains refusent d'y participer. Il y a un lieu pour ça, c'est l'Assemblée, dit le président par intérim du RN, Jordan Bardella. Chez les Républicains qui faisaient leur rentrée politique ce week-end, on ferme aussi la porte, manière de garder la ligne, celle d'une opposition frontale. Éric Ciotti, candidat déclaré à la présidence du parti, le répète, il n'y aura pas de petits arrangements avec la majorité. Nous sommes dans l'opposition, l'acte budgétaire c'est l'acte fondateur d'une majorité, que cette majorité se débrouille. Nous ne serons pas la béquille de cette majorité, qu'elle prenne ses responsabilités. Nous prendrons les nôtres dans l'hémicycle par notre capacité à amender un budget qui repose sur des ruines fumantes d'une politique qui depuis 10 ans dépense à tout va l'argent public, sans compter, dégrade nos comptes, accumule les déficits et a construit une dette immense qui aujourd'hui menace notre pays et qui a pris des décisions, notamment en matière énergétique, dont nous allons payer un très lourd prix au cours de cet hiver, de fait de l'inconscience du président de la République actuelle et de son prédécesseur, M. Hollande.
Le député des Alpes-Maritimes et candidat à la présidence des Républicains, Éric Ciotti, il était au micro de Victor Chabert. Range-moi ce portable. Quel parent n'a pas prononcé cette phrase au moins une fois? 10 ans et 3 mois, c'est l'âge moyen du premier téléphone portable en France. Ça correspond à quelques mois près à l'entrée en 6e au collège. Et à partir du moment, Dimitri, où on ne peut plus lutter pour interdire à son ado d'en posséder un, autant prévenir l'usage qu'il va en faire, c'est logique. Céline Géraud, il existe des outils pour contrôler leur utilisation. Oui, à commencer par des applications de contrôle parental comme Family Link qui permet aux parents de localiser leur enfant, de paramétrer le temps d'utilisation du téléphone, mais aussi de verrouiller l'accès aux sites pour adultes. Pour les parents plus permissifs, autre application, un espace sécurisé de coaching digital où l'on responsabilise les collégiens. Grégory Verret, fondateur de Xulu. Pour un élève de 6e, on lui propose un coach qui va lui permettre d'apprendre à gérer lui-même ses usages numériques et à gérer lui-même son temps d'écran. Plutôt que de le bloquer, on va lui apprendre à se gérer. Une fois qu'il a appris à se gérer, il va garder ça tout au long de sa vie. Enfin, l'éducation nationale lance le programme Internet sans crainte avec le hashtag Bienvenue les 6e, des clips, des outils à disposition des collégiens pour une meilleure sensibilisation aux réseaux sociaux. Il ne faudrait pas que ta vie en ligne t'empêche de vivre ta vraie vie. Quand tu postes une photo de toi en slip en train d'imiter Tarzan en t'accrochant au rideau, rappelle-toi que cette photo pourra être vue par tes amis, par les amis de tes amis et par les amis des amis de tes amis. Et pour les familles, d'autres vidéos et des kits pédagogiques et gratuits sont disponibles sur le site de l'opération. Céline Géraud, chef du service économie d'Europe 1. Allez, on part aux États-Unis. La Californie craint la panne électrique en raison d'une forte vague de chaleur. Les températures dépassent les 50 degrés dans certaines villes. Le réseau, réputé pour sa fragilité, est sur le point de lâcher. Seule solution pour les autorités, demander aux Californiens de réduire leur consommation. La requête concerne aussi les voitures électriques à Vivafrid. Prière de ne pas les recharger pendant les heures de pointe. Oui, la Californie est en plein milieu d'une vague de chaleur. À Death Valley, le thermomètre a atteint 52 degrés. À Los Angeles, on est autour des 40. Et forcément, tout le monde a allumé son air conditionné, ce qui met le réseau électrique sous pression. Un réseau vieillissant, vétuste et donc qui a du mal à faire face à cette demande supplémentaire. Les responsables des compagnies électriques ont averti qu'il y avait un risque de coupure, ce qui arrive régulièrement dans l'État. Les usagers sont appelés à ne pas trop utiliser l'électricité aux heures de pointe entre 16h et 21h et donc à ne pas charger leur voiture électrique à ces heures-là. Une demande qui tombe plutôt mal. Il y a une semaine, la Californie a annoncé qu'elle interdisait la vente de voitures à essence à partir de 2035. Mais si son réseau est incapable de fournir l'électricité nécessaire, ça va être compliqué à mettre en place. Ce qui fait dire à beaucoup ici que l'État a peut-être mis la charrue électrique avant les bœufs. Il faudrait d'abord moderniser le réseau avant de passer aux voitures toutes électriques. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Tiens, puisqu'on parle de voitures électriques, Dimitri, en France, la quasi-totalité des autoroutes seront équipées d'au moins une borne de recharge d'ici la fin 2023. Enfin, le Royaume-Uni connaîtra aujourd'hui le nom du successeur de Boris Johnson. Le résultat du vote des 200 000 membres du Parti conservateur sera dévoilé dans la journée. Liz Truss fait figure de grande favorite. Voilà, son portrait tout à l'heure à 7h40 avec Vincent Hervouette. Le tennis, une Française en quart de finale de l'US Open. Caroline Garcia se qualifie en 2-7 face à l'Américaine Risque arbitrage. Première fois qu'elle atteint ce stade à l'US Open. Surprise dans le tableau masculin avec l'élimination du tenant du titre et numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, battu par l'Australien Nick Kyrgios. Il s'en passe des choses décidément à New York. Merci beaucoup Christophe.